Depuis longtemps, on appelle commun les ressources mises à la disposition des habitants sur un lieu donné, heu, mais la racine du mot vient du latin communis. Le latin communis signifie partager par tous. Ce qui est partagé par tous, ce qui est partagé par plusieurs, c'est la définition qui a frappé, l'économiste américaine Elinor Ostrom quand elle a développé sa théorie économique des communs. Il faut 3 éléments essentiels pour qu'un commun advienne. Il faut une ressource, donc on en parle beaucoup, une communauté et il faut des règles d'accès et de partage qui assurent la préservation et la prospérité de la ressource. Il peut s'agir de ressources matérielles ou immatérielles, publiques ou privées. Ça peut concerner donc des terres agricoles. Ça peut concerner aussi des logiciels informatiques, la qualité de l'air, une monnaie locale, une association, une structure coopérative, une entreprise, on y reviendra, ou un lieu, peut-être même un lieu comme ici ce soir. Peut-être que la cité de l'économie et des métiers de demain est elle-même un commun. On va évoquer une ressource essentielle, une ressource vitale même, qui dépasse et transcende les frontières des individus et les frontières des nations. Cette ressource, c'est l'eau. Et l'eau, c'est le bien commun par excellence. Pourtant, vous le savez, il suscite des débats complexes, tant au niveau local que mondial. Alors, Eric Serma, vous dirigez le Centre international UNESCO sur l'eau, qui s'appelle ICI Reward, ici même à Montpellier. Le centre UNESCO IC Reward, c'est d'abord une fédération de laboratoires. Et c'est ce qui a, d'une certaine manière, permis de structurer une communauté scientifique ici à Montpellier, qui s'intéresse donc aux sujets liés à l'eau. On regroupe des compétences pour traiter d'un sujet qui est absolument essentiel. L'eau est finalement indispensable à toutes nos activités. C'est la vie, évidemment, mais c'est indispensable à toutes nos activités. Ça semble être effectivement quelque chose qui est tellement vital et tellement indispensable qu'on ne peut pas l'imaginer autrement que sous la forme d'un commun et que sous la forme d'un droit garanti. Voilà. Mais pourtant, il faut avoir présent à l'esprit que les Nations Unies ont reconnu l'eau, l'accès à l'eau comme un droit humain en 2010. Seulement en 2010. 2010. Voilà. Donc ça fait 14 ans simplement que les Nations Unies reconnaissent que l'accès à l'eau est un droit humain. Donc on mesure le chemin qu'il reste d'une certaine manière à parcourir à partir de ça. Et pourtant, on a besoin effectivement, que ce soit à des échelles locales ou à des échelles internationales, on a besoin d'aborder une telle problématique sous l'angle de du partage, d'une part, d'une gestion en commun, pour atteindre les différents objectifs. Dans tout ce qui est lié à l'eau, il y a une dimension culturelle. Les sociétés se sont construites autour de l'eau. Les villes se sont construites autour de l'eau. Aujourd'hui, quand vous êtes dans des pays dans lesquels la question liée à l'eau est une question difficile, parce que l'eau n'est pas là, parce qu'elle manque vraiment, pas simplement une fois de temps en temps, mais vraiment, la dimension culturelle, le regard que les gens ont sur l'eau et ce que ça leur apporte est absolument essentiel dans la manière dont ils sont organisés, dont tout se construit. On va à présent se plonger dans ce que certains qualifient d'immatériel, pensez au terme de cloud computing, hein, d'informatique dans les nuages. Or, l'immatériel est effectivement également très matériel, puisque Internet, le numérique et les technologies sont tout à fait ancrés dans nos usages au XXIe siècle. On va parler de ces enjeux vitaux pour nos sociétés du XXIe siècle, en essayant de voir si on peut faire rimer numérique et commun. Comme ça rime pas vraiment. Asma, vous êtes docteur en études politiques, vous êtes essayiste, vous êtes spécialiste des enjeux géopolitiques liés aux technologies numériques et à l'intelligence artificielle. Peut-être qu'il y a quelque chose à penser entre le libertarianisme de gauche, non pas donc celui de Musk, qui est un libertarianisme de droite et d'extrême droite aujourd'hui, mais il y avait quelque chose autour de on va déposséder, on va déverticaliser quelque chose qui leur semblait être la possession d'un État dans une verticalité top-down, très du haut vers le bas, et de se dire en fait on va mettre en place une infrastructure. Et je parle bien d'infrastructure, et d'ailleurs tu as très justement dit que ce qui vous semble virtuel et numérique ne l'est absolument pas du tout.
C'est ultra matériel, c'est même une hyper-industrie, ce qui vient d'ailleurs sur la question des communs, hein, c'est une industrie. Et donc, il y avait cette volonté de horizontaliser la parole, notamment à l'époque, c'est-à-dire le freedom of speech, la liberté d'expression, que chacun, tout d'un coup, pouvait avoir accès à un espace de parole libre. Ce qu'il va falloir qu'on redresse, c'est toutes les décisions politiques, les normes, les valeurs, la façon dont c'est arbitré. En fait, la technologie, pourquoi faire ? Pour quel projet de société ? Ça ne doit être et ça ne doit rester qu'un outil parmi d'autres outils. Quelle ville on veut ? Quel territoire on veut ? À quoi ça ressemble ? Dans les 10, 20 ans à venir, comment on vit ensemble ? La solution, elle est d'abord basée sur l'examen de conditions et d'un contexte local. Et donc, à partir de là, il faut identifier les acteurs. Il faut identifier les acteurs et il faut pouvoir les réunir. Et puis derrière, il faut aussi avoir conscience de ce que certains éléments sont liés aussi à des facteurs d'échelle. Si la question de l'eau est une question universelle, la mise en œuvre de solutions adaptées dépend du contexte local. Et donc, ça veut dire qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit le fait qu'une solution qui va fonctionner à un endroit donné n'est pas forcément adaptée dans un autre lieu, dans d'autres contextes économiques, agricoles, d'utilisation par les entreprises, etc. Et climatiques, évidemment. Donc ça, il faut se souvenir de ça, de l'importance des conditions locales. Et puis, l'autre point qui est important, c'est que il faut avoir un peu de sagesse et d'intelligence collective. Et donc, il faut à tout prix être capable, pour gérer une ressource qui est vitale et qui, dans certaines régions, et on n'a pas besoin d'aller très loin finalement, quand on regarde aujourd'hui la situation des Pyrénées-Orientales, par exemple, on comprend qu'il puisse y avoir des difficultés et qu'il y en aura d'autres dans les années et les décennies à venir. Et donc, il faut avoir la sagesse d'accepter de dialoguer et d'instaurer un dialogue. Et l'objectif doit être à tout prix d'obtenir des compromis. Si on n'accepte pas le compromis, si on n'accepte pas en tout cas de participer à la recherche d'un compromis, on va avoir des difficultés. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que, en revanche, il faut avoir la sagesse et l'intelligence, lorsqu'une décision a été prise à l'issue d'un compromis, de faire en sorte que cette décision, 1, soit mise en œuvre, et que 2, elle ne soit pas contestée par des gens qui ont contribué à mettre en œuvre ce compromis. L'agglomération de La Rochelle, il y a quelques années, sortait son projet Smart City, ville intelligente. Et elle a eu l'intelligence, justement, de se dire, OK, moi, mon enjeu n'est pas l'innovation pour l'innovation comme fin en soi, c'est absurde, c'est la folie, c'est être fou, c'est être kafkaïen que de penser ça. Et en fait, c'est la doxa des acteurs technologiques privés américains. Donc, comment est-ce qu'on casse ce cycle-là ? Consultation citoyenne de quelle ville on veut, quel territoire on veut, à quoi ça ressemble dans les 10, 20 ans à venir, comment on vit ensemble. Et ils étaient arrivés au projet de territoire zéro carbone pour 2040. Et à partir de là, ils se sont dit, OK, donc c'est à partir de là qu'on va voir quels sont les outils dont on a besoin éventuellement pour arriver à cet objectif, optimisation des consommations énergétiques, les usages, dans le respect de la loi, comment est-ce qu'on capte quelle data, donc IA frugale, pour essayer de comprendre, etc. Et avec la commande, dans l'appel d'offres, je me souviens très bien, on veut 0 acteur américain. Donc on va travailler avec l'écosystème local. La fac de La Rochelle pour aller stocker nos data centers en première intention, tant que c'est encore gérable en termes d'échelle. C'est les startups locales qui vont aller capter et créer la plateforme de l'agglomération pour aller essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, c'est clair que ce n'est pas Azure, c'est clair que ce n'est pas Microsoft et que ce n'est pas Amazon. Ouais. Donc, ce n'est pas des hyperscalers, ce n'est pas des super clouds, ce n'est pas de la super perf. Mais c'est un choix, et c'est un choix politique. Et les Nations Unies ont recensé plus de 300 endroits dans le monde où le fait d'être amené à partager une ressource, que ce soit une ressource souterraine ou un bassin hydrographique avec un fleuve, par exemple, plus de 300 endroits dans le monde où la question de l'eau
est susceptible de générer des tensions importantes. On aborde la notion de, entre guillemets, de mondialisation de la ressource. Des bassins d'évaporation, des bassins de précipitation, etc., qui ne sont pas forcément exactement cadrés sur les bassins hydrographiques. Enfin, bon, et finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir que des organisations internationales se penchent sur ces sujets-là. Que la question des communs vient en confrontation, en contradiction avec la façon dont l'échiquier géopolitique est en train de se reconstruire, c'est-à-dire en fait absolument le contraire, même par rapport à vos enjeux, c'est-à-dire la fragmentation du monde. Moi, je le vois simplement par mon petit prisme de la gouvernance de l'intelligence artificielle. On ne cesse de vouloir créer des cénacles, des rapports, des guidelines, des discours éthiques, des chartes, des je ne sais quoi, sur, à un moment donné, des sommets, le sommet de Londres, bientôt le sommet de Paris, etc., pour essayer de pousser une forme de multilatéralisme qui est en fait mort. Si on lit la question sur le plan géopolitique, oui, il y a eu, disons, des frontières. Vous avez des écosystèmes chinois, iraniens, etc., qui se sont construits derrière des firewalls pour justement des enjeux de souveraineté, notamment de souveraineté informationnelle. Et on le voit aujourd'hui avec les nouvelles conflictualités hybrides, les luttes informationnelles, les guerres d'influence. En effet, il y a une aporosité, une solidification de nouvelles frontières dans ce 5e domaine de la conflictualité qu'est le cyberespace. Donc de ce point de vue-là, il y a eu une reprise de contrôle par les États, mais pas que. Et c'est là où il y a une ambiguïté. Vous avez tout un tas d'acteurs para-étatiques, privés, individuels, des hackers, des groupes cybercriminels, etc., dans une faune et une flore qui est souvent d'ailleurs difficile à tracer ou à retracer et qui horizontalise quoi ? Initialement, l'utopie que tu évoquais, c'était l'utopie de l'accès à la connaissance, gratuite, sans frontières, etc. Mais d'une certaine façon, une démocratisation aussi de la guerre, cyber, hybride et des nouveaux conflits. Donc, il y a eu une mainmise des États. Et en même temps, il y a quand même et malgré tout une porosité parce que, en fait, ce qu'il y a dans le cyberespace aussi, ou les internets, ou ce que autrefois on appelait, dans les années 90, les autoroutes de l'information, c'est que cette histoire de pseudonymat fait que c'est très difficile aussi à aller identifier qui est derrière l'écran. Quand vous faites du business sur les plateformes, vous faites aussi de la géostratégie ou de la géopolitique. Parce que ça véhicule des normes, des standards, des valeurs, etc. Les technologies de l'hypervitesse, en particulier les intelligences artificielles au pluriel, sont des infrastructures publiques, mais qui sont privées aujourd'hui. Eh bien, vous avez aussi une privatisation, d'une certaine façon, du futur, de l'humanité, de ce que nous devons être, et qui aujourd'hui propose des visions du monde. Ce n'est pas nous, ce ne sont pas nos politiques. Ce sont les idéologues de la Silicon Valley. Donc on a un problème, non pas simplement de gouvernance, mais pire, comme dirait Alain Supiot, de gouvernement, donc de démocratie. Parce que vous n'avez à aucun moment donné véritablement votre consentement. Et la question du contrat social, ce qui prévaut derrière, n'est à aucun moment discuté. C'est Altman ou Musk qui vont décider de rebattre les cartes de notre contrat social, de la question du travail, de la distribution de la valeur, etc., sans que ça ne soit l'objet de discussion. L'objectif, à la fin, c'est quoi ? C'est faire société. C'est pas d'avoir l'outil. L'outil Blue Sky, qui est en open source, est absolument génial. C'est vraiment un dupe de X. Donc, c'est pas la question de l'interface de l'outil ou de ses acquis. Et il me disait, mais en fait, la limite politique que j'ai avec l'open source, c'est qu'en fait, si jamais ça empêche, si vous voulez, de faire discussion, d'avoir du débat et du consensus. Si à un moment donné vous avez une team, quelqu'un qui n'est plus d'accord, il fait sécession, il crée sa propre outil, sa propre plateforme. Et donc à aucun moment, en fait, si à chaque fois que vous n'êtes pas d'accord, vous vous barrez. Comme le code est ouvert, chacun peut l'utiliser pour faire son propre truc. Comment on discute que vous avez deux puissances qui sont en rivalité pour le leadership mondial, qui sera le gendarme qui va, si vous voulez, construire le nouvel ordre mondial. Donc à partir de là, les communs, quand vous êtes sur des empires en survie ou qui chahutent l'ordre précédent, ça va être très très difficile de penser commun. Tant qu'on a une gouvernance privée par des idéologues de cette techno-là, ça va être très compliqué de faire de la place aux vivants pour une raison très simple, c'est que aujourd'hui, les technologies font du biomimétisme. Donc, en fait, on passe notre temps à singer, plus exactement, le fonctionnement
ou les fonctionnements du vivant. Il faut qu'on réapprenne à vivre avec les cours d'eau. Parce que si on réapprend à vivre avec les cours d'eau, d'abord ça veut dire que quelque part, on leur laisse leur place. Ils vont réoccuper une place qu'ils avaient ou qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Ça permet aussi des mesures de sécurité. Parce que si on vit avec les cours d'eau, ils vont avoir de l'espace pour déborder dans des endroits où ils débordent naturellement. Et donc ça va réduire l'impact d'un certain nombre de catastrophes. Ça remet les gens en lien avec la nature. Parce que si on renature les cours d'eau et qu'on leur redonne leur place, notamment dans les villes, ben ça fait des espaces qui sont des espaces de loisirs, de découverte, de rapprochement avec la nature. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Et je suis heureux de voir que précisément dans beaucoup d'endroits et dans beaucoup de domaines, ou dans beaucoup d'associations, etc., cette approche basée sur les solutions fondées sur la nature, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur aujourd'hui. Laisser la place du vivant, elle est complètement laissée aujourd'hui. On n'est plus du tout dans... En tout cas, quand je regarde les technologies telles que... ou les infrastructures technologiques telles qu'on les pense, telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, le vivant est complètement mis à niveau. Les humains et le reste est complètement nivelé. Nous sommes devenus, nous, nos esprits, nos corps, nos émotions, une ressource. On est une matière première. Créer du commun, créer des communs, c'est donc, in fine, avoir un impact positif sur notre planète.